Bienvenue à tous les WICideuses, à toutes les WICideuses et à tous les WICideurs pour cette session live sur WICid, session durant laquelle nous allons vous parler du projet Forestera, porté par Forest Finance France, projet actuellement en financement sur la plateforme donc WICid. Pour tous ceux qui nous ont suivis, nous devions organiser ce live il y a 15 jours en direct du Pérou, puisqu'une partie de nos équipes se trouvait sur place. C'était donc l'occasion rêvée pour vous faire vivre l'aventure Forestera depuis San Martin. Malheureusement, pour des raisons techniques liées aux intempéries, nous avons dû repousser ce call puisque la liaison Internet était pas suffisamment stable pour organiser ce live. Pour rappel, le live va se scinder en deux parties distinctes. La première, durant laquelle nous allons vous parler du projet, et une seconde partie qui sera réservée à vos questions à travers un bouton Q&A, donc questions-réponses, qui est mis à votre disposition directement sur l'interface de ce live. Vous pourrez par ailleurs, si nous n'avons pas le temps de traiter toutes les questions, nous interroger, comme vous l'avez parfois déjà fait, sur la plateforme WICid à travers la section commentaires et nous laisser donc vos questions auxquelles nous répondrons le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, nous avons sur ce live 3 personnes qui sont en direct depuis 3 localisations différentes. Vous avez Augustin Fromageau, donc, qui était accompagné de Lenny Martinez, mais Lenny nous a quittés pour un rendez-vous. Donc c'est Augustin qui est notre expert en agroforesterie tropicale, qui est lui en poste au Pérou depuis plus d'1 an maintenant et qui est en direct depuis Lima et qui nous parlera donc du développement du projet sur place. Également sur ce call, Ambroise Boivinet, qui est le directeur du développement chez Forest Finance France. Et Ambroise voilà, nous reparlera plus particulièrement de l'opération donc Forestera en financement sur WICid. Et donc moi-même, Frédéric Lagacherie, directeur général de Forest Finance France, en direct depuis l'Auvergne. Je vais donc prendre la parole avant de la laisser à Augustin, qui nous fera donc une mise à jour sur le développement opérationnel de Forestera dans la région de San Martin. Je vais vous reparler assez rapidement du contexte de cette opération. On va commencer par revoir les fondamentaux de Forest Finance France, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, avant de plonger un peu plus en détail dans le projet Forestera. Forest Finance France est une société dédiée à la reforestation, qui est opérationnelle depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Nous nous reposons sur un modèle qui a été développé en fait par notre grande sœur allemande, Forest Finance Allemagne, qui elle existe depuis plus de 20 ans et dont la mission, elle aussi, est de lutter durablement contre la déforestation. Et nous nous sommes inspirés de ce modèle pour l'appliquer aux spécificités du marché français et développer nos propres projets dans les régions donc durement aujourd'hui touchées par la déforestation, principalement l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Les fondamentaux du projet sont les suivants. Et notre pari, pour qu'un projet soit inscrit dans la durée, qu'une reforestation nous survive, il faut 3 impératifs. Le premier, c'est de prendre des terrains qui ont été durement abîmés, soit par l'élevage intensif, soit par la culture intensive, donc des sols qui ont été partiellement appauvris durant plusieurs années, et de les remettre en activité en y redéveloppant des systèmes agroforestiers. Augustin reviendra un petit peu plus spécifiquement sur ces aspects, sur ce qu'est l'agroforesterie en milieu tropical. Très rapidement, cela consiste à mélanger des forêts avec des systèmes agricoles, en l'occurrence des systèmes à cacaoyer. Donc, vous avez cette mixité d'espèces qui, ensemble, vont aller retravailler un sol, lui redonner un dynamisme et reconstruire ensemble, en se protégeant et en redéveloppant une biodiversité, des systèmes durables écologiquement. Le deuxième point sur lequel s'appuie notre approche est le développement social. Pour que ces forêts persistent, perdurent, il faut qu'elles s'inscrivent dans un système et dans un écosystème économiquement viable pour les populations locales qui
en général, sont à l'origine, pour partie, parfois de ces déforestations, il faut réinscrire la forêt au centre de leur système économique et social. Nous nous appuyons donc sur ces populations à travers nos différents projets pour restructurer ces projets et pour en prendre la gouvernance. Aujourd'hui, ce sont effectivement des populations issues des villages alentours, puisqu'en général, nous travaillons sur des systèmes qui sont à circuler dans des régions parfois assez difficiles d'accès, notamment en période d'intempéries et d'inondations, comme on a pu le voir. Donc, ce sont des populations qui sont parfois assez reclus et auxquelles nous apportons un nouveau cadre économique pour se développer, pour apprendre de nouvelles approches à la reforestation, à l'agriculture et en dégager un bénéfice durable. Donc, ces populations sont employées sur place au sein des plantations. Nous travaillons avec elles sur une pratique agroforestière responsable, donc sans utilisation d'intrants chimiques, qui travaille avec des espèces natives de la région. Tout ça pour reconstruire un cadre social durable et puis travailler avec eux sur d'autres aspects que sont l'alphabétisation, la scolarisation, l'accès aux soins. Donc nous avons voilà, une liste de critères très précis aujourd'hui sur lesquels nous travaillons. Pas uniquement tout seul, nous nous sommes entourés d'experts sur le développement social à travers la reforestation, comme la société Kinomé, qui est présente en France et qui accompagne de nombreux acteurs sur cette thématique. Et Kinomé nous a aidé à développer aujourd'hui une approche sociale du développement agroforestier. Et puis, le dernier élément qui est fondamental à notre approche, c'est celui de la rentabilité. Pour qu'un système agroforestier soit durable, il faut qu'il soit rentable. Et ça, c'est pour permettre d'embaucher durablement les populations sur place et puis, effectivement, de faire appel à des financiers qui sont soit des personnes physiques, que donc vous représentez aujourd'hui à travers la plateforme WICIN, soit des investisseurs institutionnels que nous arrivons à attirer sur ces projets. La partie rentable sur nos projets est assurée à travers effectivement le travail autour de la qualité. Nous avons choisi, et on reviendra également sur ces aspects, de travailler un cacao fin, un cacao aromatique de qualité en circuit court. Ça nous permet d'éviter un certain nombre d'intermédiaires et d'aller directement de la production de fèves de cacao à la vente aux transformateurs finaux, que sont les chocolatiers, les grands chocolatiers qui sont présents en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde. Et ce sont nos équipes qui partent directement à la rencontre de ces chocolatiers pour leur vendre un chocolat d'exception, un chocolat responsable et durable. Donc, circuit court d'un côté, produit de qualité de l'autre, qui nous permet, et on reviendra peut-être sur ces aspects plus tard, mais de valoriser la production de fèves au-dessus des prix du marché actuel. Cet ensemble nous permettant effectivement d'avoir un modèle qui économiquement est viable sur la durée, qui nous permet de rémunérer nos investisseurs, de faire fonctionner le projet et de travailler durablement avec les populations sur place. Voilà donc en essence Forest Finance. La première déclinaison en France de cette approche se catalyse à travers le projet Forestera, donc projet qui a été lancé sur la plateforme fin 2016 et dont le financement sur WICIT sera finalisé d'ici fin mai 2017. Donc il nous reste un mois et demi pour aller chercher le plus grand support et soutien de la part des WICIDers aujourd'hui. Forestera, Ambroise vous en parlera un petit peu plus sur les aspects structuration, puisque c'est lui qui a durement travaillé à la mise en place de cette société qui est adaptée à la fois à la législation française et aux particularités fiscales qui sont parfois nombreuses et complexes en France. Forestera donc est dédié à la reforestation au Pérou, dans la région de San Martin, où nous sommes actuellement donc en phase de lancement, et ça c'est Augustin qui vous en dira un petit peu plus sur le sujet. Pour rappel, nous avions au moment du financement de Forest Finance, puisque Forest Finance est aussi passé en financement sur la plateforme WICID, nous avons
partenariat avec WeSeed pour pouvoir lancer un certain nombre de projets à travers la plateforme, à travers un vertical dédié à l'agroforesterie, puisque c'est un sujet qui tient WeSeed très à cœur. Et Forestera, on est la première implémentation. Il y en aura d'autres derrière. Donc, nous travaillons d'ores et déjà au lancement des futurs projets sur la plateforme. Forestera donc est en phase finale de financement. Les financements aujourd'hui ont atteint environ 430 000 € sur WeSeed, ce qui est un très bon résultat, et nous irons le plus loin possible en matière de recherche de financement, tant au niveau des particuliers donc que des institutionnels. Je vais arrêter sur cette partie de la présentation sur la structure donc, et l'articulation entre Forest Finance France et Forestera. Je vais passer maintenant la parole à Augustin, donc, qui va vous parler de façon un peu plus concrète des derniers développements de la structure au Pérou. Augustin, à toi la parole. Ouais, on va parler un petit peu de Pérou. Bonjour à tous, buenas tardes. Donc moi je suis Augustin, l'homme de terrain de cette aventure. Donc je suis au Pérou depuis plus d'1 an et donc je suis chargé du bon lancement sur le terrain du projet Forestera dans la région de San Martín. Donc pour remettre un petit peu, pour contextualiser un petit peu cette région, on est à 600 km au nord de Lima. Au pied des Andes et à l'entrée de la Amazonie, une région qui est tropicale, puisque le cacaoyer est un arbre qui se développe sur le climat tropical. Et donc, mes missions actuellement, c'est tout d'abord de trouver un terrain ou des terrains qui sont adaptés au projet Forestera. Donc, c'est-à-dire des terrains qui ont été déforestés, dégradés, qui ne sont pas complètement foutus, c'est-à-dire qui ont un beau potentiel de restauration, de régénération. Et puis de monter une équipe de Péruviens locaux, parce que là, comme le disait un petit peu Frédéric, la durabilité, c'est aussi faire porter nos projets par des populations locales, donc des Péruviens de la région, de la zone, de la vallée dans laquelle on va travailler. Donc ma phase d'exploration de terrain, ça consiste en fait à trouver le terrain qui est le plus adapté. Donc plusieurs critères. D'abord des critères qui sont purement agronomiques, purement physiques. On étudie les sols. Il faut que les sols soient relativement adaptés, pas trop compactés. Il faut éviter les contaminations. Il faut qu'il y ait une bonne exposition. Il faut que ce soit des sols faut que ce soit des terrains qui soient situés à des altitudes qui soient propices à la culture du cacaoyer. Si on est trop haut, c'est plutôt des terrains qui sont adaptés à la culture du café. Donc on va chercher des terrains à des altitudes un peu précises. Il faut que ce soit des terrains qui soient situés pas très loin de villages pour qu'on ait un impact social, qu'on puisse trouver des employés, qu'on puisse rayonner. Il faut que ce soit des terrains qui soient menacés, qui aient de la forêt et en fait qui aient un beau potentiel de préservation, de protection. Et donc sur ces terrains-là, que je visite depuis maintenant près d'1 an, je réalise toute une série d'analyses de sol, d'analyses d'eau, d'analyses du contexte social, du contexte économique. Je vais voir les gens, je discute avec eux, j'essaie de comprendre un petit peu le contexte social de cette région qui est en pleine mutation, qui est en pleine transformation. Et voilà, on essaie d'étudier un petit peu les besoins pour choisir le terrain qui est le plus adapté au projet Forestera. Après ça, donc, une fois qu'on aura le terrain, quelles vont être les étapes de cette première année? Cette première année, elle est cruciale, elle est très importante. Ça va être la mise en place d'un agrosystème. Alors, l'agrosystème, qu'est-ce que c'est? C'est une plantation agroforestière. C'est-à-dire qu'en fait, le cacaoyer est un arbre qui est assez capricieux, qui a besoin de lumière, mais qui a besoin d'ombre, qui a besoin d'eau, mais pas trop. Et donc, en fait, il pousse mieux à l'ombre d'arbres locaux. Donc, en fait, on va mettre en place tout d'abord un ombrage qui au premier abord va être provisoire. On va mettre des bananiers et puis des petits buissons qui s'appellent des petits pinot qui sont capables de réenrichir le sol en azote et de restaurer les sols, de casser le sol qui sont compactés avec leur système racinaire. À l'ombre de ces bananiers, on va planter des cacaoyers. Donc, il faut mettre en place des pépinières. On va construire des pépinières sur chaque parcelle. Avec un substrat qui est adapté au terrain. On va aller récupérer des cabosses sur des parcelles voisines. On va récupérer les graines, semer les graines. Et puis, pendant 6 mois, on va développer des plants de cacaoyers qui, après ça, vont être transplantés sur nos terrains. Ensuite, il faut mettre en place un ombrage qui est plus permanent, c'est-à-dire avec des essences forestières locales. L'agroforesterie, le fait de mettre des arbres dans une plantation, ça a 2 principaux objectifs. Le principal objectif, c'est de restaurer les sols. C'est-à-dire qu'en fait, ça va réenrichir une litière et ça va permettre à une biodiversité du sol de revenir et de recréer une dynamique au niveau de ces sols. Et ensuite, ça permet de stabiliser des terrains.
puisqu'on est en climat tropical, il pleut énormément. Et des terrains qui sont à nu, qui ont été déforestés, ont tendance à glisser, à s'éroder. En fait, il y a une érosion des sols qui est très forte dans la région de San Martin. Donc, en fait, le fait de remettre des arbres permet de stabiliser les terrains et de recréer un sol vivant. Donc, c'est ce qu'on va, pendant la première année, en fait, l'idée, c'est vraiment de recréer une dynamique en plantant d'abord un ombrage provisoire et ensuite un ombrage permanent avec des arbres ligneux locaux. Alors, pour réaliser toutes ces étapes-là, je ne suis pas tout seul. Je m'appuie tout d'abord sur toutes les populations locales qui sont autour, qui sont là. On est dans le berceau du cacao, c'est-à-dire que le cacaoyer, l'arbre cacaoyer est originaire de cette région, donc les gens connaissent le cacaoyer depuis des milliers d'années. Donc, en fait, il faut vraiment utiliser ce savoir-faire pour comprendre quelles sont les variétés qui sont les plus adaptées à cette zone-là, à cette vallée-là. Là, c'est un petit peu plus sec, donc on va mettre ce cacaoyer-là. Donc, je m'appuie sur ces savoir-faire locaux et puis on s'appuie sur des organismes locaux scientifiques. Donc, je pense notamment à un organisme qui s'appelle l'Institut des cultures tropicales, l'ICT, qui est basé à Tarapoto, donc la grande ville de la région de San Martin, et qui vont nous aider donc à faire ce qu'on appelle le design de la plantation, c'est-à-dire quelles essences nous allons utiliser, quelles sont les plus adaptées, quelles sont les plus compatibles avec le cacaoyer, quelles sont les plus adaptées pour restaurer les sols. Donc, on est en train de créer tout un réseau de relations avec des gens qui sont très compétents, des ingénieurs agronomes, des scientifiques, des techniciens, des gens qui n'ont aucune formation mais qui vivent depuis toujours dans le monde du cacao. Et donc, on est en train de mettre en place ces choses-là. La mise en place de l'agrosystème aussi, il faut qu'on ait une vision à moyen et long terme, c'est-à-dire qu'on commence déjà à réfléchir au cacao qu'on veut produire. Et donc, pour ça, il faut choisir les bonnes variétés de cacaoyer, celles qui sont les plus adaptées, qui sont les moins sensibles aux maladies. Et donc ça, encore une fois, les locaux vont beaucoup nous aider. Ils nous aident beaucoup déjà. Et puis les organismes scientifiques vont nous permettre aussi d'avoir accès à du matériel végétal, donc des graines et des barrettes, qui vont nous permettre de lancer ce premier projet qui est Forestera. Alors ensuite, durant 8 ans, les 8 années que dure le projet Forestera, comment les choses vont se dérouler? Donc la première année, c'est la mise en place de la plantation. Et après ça, on va entretenir cette plantation pour produire. Il y a plusieurs étapes en fait qui vont nous permettre de produire un cacao de qualité. Le cacaoyer, il a besoin de 5 ans pour se mettre à produire de façon un petit peu équilibrée, en fait 5-7 ans pour qu'il se mette à produire, pour qu'il ait une production qui soit relativement stable et que le cacao soit de la meilleure qualité qui soit. Et donc, durant ces 5 années, il faut entretenir les cacaoyers. On va réaliser des tailles, parce que le cacaoyer est un arbre, sinon, qui peut monter à 15 mètres de haut. Or, on ne veut pas travailler à 15 mètres de haut. Donc, on va réaliser des tailles, on va suivre l'évolution de certaines maladies, certains champignons qui peuvent affecter le cacaoyer, qui ne sont pas très graves, mais voilà, il faut quand même le suivre. On va suivre l'évolution du sol, on va faire des analyses de sol chaque année pour vérifier qu'il y a bien un renouveau, une bonne dynamique de ces sols qui vont être assez nouveaux. On va commencer à réfléchir à tous les édifices de traitement post-récolte, c'est-à-dire qu'en fait le cacao ne se poussait pas juste le fruit d'un arbre, c'est quelque chose qui se travaille un petit peu comme le vin. C'est-à-dire qu'on va avoir tout un travail de fermentation et de séchage pour libérer des arômes et exprimer un terroir, parce qu'en fait il y a vraiment une expression d'un terroir. Et donc durant les 5 premières années, on va mettre en place ces installations, toutes ces bonnes pratiques, c'est qu'on va former nos employés aux bonnes pratiques de taille, aux bonnes pratiques de récolte, aux bonnes pratiques. On va les former à reconnaître quand est-ce qu'une cabosse est mature sur telle variété, telle variété, telle variété. Et comme ça, on va mettre en place cette plantation de la façon la plus saine possible. À partir de la 5e année, on va commencer à avoir une production. Et donc là, le calendrier va changer un petit peu. C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer dans toutes les tâches qu'on a à faire sur la plantation la récolte et le traitement post-récolte. Donc là, il va falloir aussi de nouveau former des gens pour faire tout ce traitement post-récolte qui est assez subtil ça dépend vraiment des conditions locales. Donc il va falloir trouver les bons gestes pour exprimer le terroir, exprimer les notes florales et fruitées qu'on veut sur notre cacao. Et puis, donc, au fur et à mesure de l'année, on va dire de l'année 5 à l'année 8, on va avoir cette production qui va nous permettre de générer des revenus. On a un réseau de chocolatiers et donc de cacao févier qui sont intéressés et qui sont extrêmement soucieux de se sourcer en cacao de bonne qualité. Et donc voilà, ils n'attendent plus que nous pour travailler. Voilà, je vais maintenant, donc, en ce qui concerne les aspects opérationnels, je vais maintenant laisser la parole à Ambroise qui va vous parler un petit peu de la structuration juridique et de Forestera. Merci.
Ambroise? Oui, ça y est. Oui. Bonsoir à tous. Oui, je vais rapidement revenir sur les fondamentaux de la structuration juridique du projet Forestera. Hein. Donc, ensemble d'éléments d'ailleurs que vous retrouverez dans la documentation en ligne sur le site de WICID. Principalement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons choisi de créer Forestera à travers ce qu'on appelle une société en commandite par action, une SCA, qui représente donc les spécificités suivantes, à savoir qu'on va retrouver donc dans une société en commandite deux catégories d'associés, à la fois des associés commandités et des associés commanditaires. Les associés commandités, en l'occurrence dans la SCA Forestera, il s'agit de Forest Finance France, sont chargés donc de gérer la société en assumant toute la responsabilité. À côté de ça, les associés commanditaires sont les associés donc qui sont propriétaires de l'actif de la société et dont la responsabilité est limitée évidemment à leurs apports. Alors là, c'est un modèle de structure juridique qui est particulièrement adapté à la réalisation d'augmentation de capital dans ce type de projet. Forestera donc est une société donc de droit français, donc qui a le caractère de ce qu'on considère que c'est ce qu'on appelle une PME communautaire. Et donc, de fait, elle est éligible à ce jour à l'ensemble des conditions qui lui permettent de rentrer dans le cadre des lois dites TEPA et du trade, donc qui vous permettent de réaliser soit une réduction d'impôt sur le revenu, soit une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune en cas de souscription. Nous avons également choisi de donner une durée de vie de 8 ans à cette société, de façon à vous donner un horizon d'investissement qui soit maîtrisé et une possibilité de sortie avec un horizon qui soit cohérent avec ce qu'on recherche en général sur ce type d'investissement. Voilà, sachant que la SCA, par ailleurs, est une structure qui fait l'objet d'une grande transparence, parce que vous avez automatiquement un commissaire aux comptes dans une SCA et un conseil de surveillance qu'on a mis en place. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle peu souvent, mais on a un conseil de surveillance qui est là pour assurer la bonne gestion et le déroulement du projet, à la fois sur les aspects environnementaux, sociaux et économiques. Et dans ce conseil de surveillance, on va retrouver donc Harry Assenmacher, qui est le fondateur du groupe Forest Finance aujourd'hui, Isabelle Malocène, qui est la vice-présidente du comité du label Finansol, et également Alain Carcenti, qui est chercheur au CIRAD et qui est un grand spécialiste de la reforestation aujourd'hui et des crédits de carbone. Voilà, et ces trois personnes-là donc constituent le conseil de surveillance et pour venir apporter l'homogénéité à la conduite du projet. Voilà, mais je vois que vous êtes nombreux à nous poser des questions et je vais passer la main à Frédéric qui va sélectionner les questions que vous nous posez. Voilà. Merci Ambroise et merci Augustin pour toutes ces explications. Alors effectivement, il y a pas mal de questions qui commencent à affluer, donc on va les prendre dans l'ordre. La première, Augustin, je pense pour toi, concerne l'appellation cacao fin. Donc une question de Christophe qui nous demande qu'appelez-vous le cacao fin et comment le différencier d'un cacao normal? Alors, le cacao fin, déjà, il existe des variétés de cacaoyers qui sont dites fino de aroma, c'est-à-dire qui sont dites fines et aromatiques. En fait, le cacao, c'est deux mondes. Un cacao qu'on appelle le bulk cacao, le cacao commun, qui est destiné en fait à faire du chocolat. Voilà, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais en gros, pour faire toutes les barres chocolatées, tout le cacao un peu de mauvaise qualité qu'on mange avec beaucoup de sucre et de lait. Donc ça, c'est un cacao qui est commun. Et une petite branche qui concerne à peu près 10% du marché du cacao mondial, qu'on appelle le cacao fin et aromatique. En fait, ça renvoie à des variétés de cacaoyers qui sont très connues, qui sont fines et aromatiques. Et après ça, évidemment, c'est pas parce qu'on a des bonnes variétés de cacaoyers que le cacao qu'on va produire est fin et aromatique. Il y a tout le travail qu'on va faire derrière qui va faire en sorte que le cacao, enfin, qui va donner un cacao de qualité ou non. Donc la fermentation et le séchage et le stockage. Un bon cacao, ça va être un cacao qui va avoir une fermentation qui est homogène. Donc la fermentation, c'est ce qui va permettre de créer les précurseurs des arômes. C'est quelque chose qui est très très important. Donc en fait, il va falloir
entre le moment où on ouvre une cabosse de cacao et on récupère les graines et le moment où on met en fermentation, par exemple, il faut que maximum 6 heures s'écoulent. C'est-à-dire qu'il faut, si on dépasse 6 heures déjà, ça va affecter la qualité de la fermentation. Donc, en dessous de 6 heures, on va commencer à mettre ces fèves en fermentation. Et cette fermentation, il va falloir suivre la température. Parce que, en fait, ce qui va permettre de contrôler la qualité d'un cacao durant la fermentation, ça va être la température qui va augmenter. Qui va monter jusqu'à 50 degrés. Et en fait, on va suivre les fluctuations de température et on va être capable d'estimer le bon moment pour arrêter la fermentation et le mettre en séchage. Tout ça, ça va permettre le développement de précurseurs d'arômes qui, après ça, pendant la torréfaction, c'est-à-dire pendant la phase de création de chocolat, vont donner des arômes fleuris. Alors, plus un cacao est fin et aromatique, plus on va faire quelque chose qui va être doux, un traitement post-récolte qui va être doux pour préserver des notes un petit peu primordiales qu'il y avait dans la pulpe. Et plus le cacao est mauvais, plus on va faire une torréfaction forte pour supprimer des notes qu'on ne voulait pas et créer un arôme chocolat très très fort. Un cacao de qualité, ça va être un cacao qui va avoir des notes, des saveurs qu'on va retrouver dans la pulpe, donc des notes fruitées, des notes fleuries, et puis un arôme chocolat qui va être assez équilibré, une amertume qui va être équilibrée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus avoir un cacao qui est trop amer, un cacao qui est trop doux, c'est pas bon non plus. Et donc, en fait, après ça, il y a des critères qui sont tout à fait définis. C'est-à-dire qu'un cacao de grade, on classe les cacaos fins et aromatiques si on a des grades. Le grade 1, c'est-à-dire c'est un cacao qui a maximum 1% d'impureté, c'est-à-dire de fèves qui sont abîmées, qui ont été attaquées par les insectes. C'est un cacao qui a une fermentation qui est homogène. C'est un cacao qui sent bon. Ça sent déjà bon, un cacao marchand. Et c'est un cacao qui a une teneur en eau, ça c'est la teneur en eau qui est très importante, inférieure à 7%. Au-delà, en fait, il y a un risque de développement de moisissure, ce qui évidemment affecterait la qualité. Donc voilà. Merci Augustin. Comme vous l'avez compris, Augustin peut nous parler très longtemps de tous les sujets qui touchent effectivement aux arômes. Et on reviendra là-dessus. Autre question, cette fois-ci de Patrick, qui nous demande quelle est la répartition du capital entre les associés commanditaires et les associés commandités. Et Ambroise, je vais te laisser répondre à cette question. Alors, Patrick, aujourd'hui, en fait, le principe de la société en commandite par action, pas simple, en l'occurrence là, commandite par action, fait que les associés commandités, en fait, sont complètement dilués au fur et à mesure de l'augmentation de capital. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, Forest Finance France, donc, est associé fondateur de la structure, détient au début de l'augmentation de capital 97% du capital, et à la fin l'augmentation de capital est diluée et peut ne détenir plus que 1 ou 2% du capital de la société en fonction du nombre de décideurs et d'investisseurs institutionnels qui vont se positionner sur le dossier. Donc, il n'y a pas une logique de maîtrise du capital dans une société en commandite par action, et c'est un principe de dilution en parfaite équité au prorata de la prise de participation de chacun. Voilà. Ok. Alors, question suivante, question de Xavier qui nous demande si le terrain n'a pas encore été sélectionné, qui sont les propriétaires potentiels des terrains et que se passe-t-il si Forestera n'identifie pas le bon terrain ou la bonne surface, ou si elle ne parvient pas à l'acheter. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous avons visité plusieurs terrains et Augustin vous en parlera un peu plus en détail. Le choix du terrain est absolument critique, vous l'avez compris, à la réussite du projet. Donc, il nous faut être très attentifs à tout un tas d'aspects, y compris donc des aspects géologiques, agro et également économiques. Nous avons donc pour ce faire une série d'experts sur place qui nous aident aussi à identifier les bons terrains. Nous avons nos propres critères et ensuite, sur place, effectivement, il faut passer par des négociations avec les différents propriétaires qui sont en général des propriétaires aujourd'hui qui sont des agriculteurs, donc qui ont utilisé ces terrains souvent pour du maïs ou d'autres cultures ou pour de l'élevage et qui sont arrivés au bout d'un cycle et qui cherchent soit à partir sur d'autres terrains, soit effectivement à quitter ces régions et à retourner en ville.
Donc, ce sont toujours des terrains qui sont à vendre en dehors du marché officiel. Pour les sélectionner, il suffit de se promener dans la campagne et de regarder les différents signes qui sont au bord des routes. En termes de taille, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas obligatoire de partir directement sur une surface de 80 hectares. On peut tout à fait démarrer le projet dans un premier temps sur une surface de 40 hectares ou de 30 hectares et ensuite ajouter des surfaces. La seule contrainte étant effectivement de pouvoir trouver d'autres surfaces dans une région relativement proche de manière à simplifier les aspects logistiques. Augustin, tu veux rajouter un mot? Oui, je peux. Alors déjà, on est dans une région qui est très affectée par la déforestation, ce qui fait que le nombre de terrains disponibles est énorme. Enfin, le nombre de surfaces qui potentiellement pourraient nous intéresser pour le projet Forestera est énorme. Simplement, il y a des considérations agronomiques qui sont très importantes. Par exemple, il y a un problème qui est lié au cadmium, c'est un métal qui est présent dans le sol en Amérique du Sud et qui peut contaminer le cacao. Et ça, les gens ici ne font pas du tout attention à cette problématique-là, et moi, si. Donc, je fais énormément d'analyses de sol. Certains terrains peuvent être absolument parfaits. Il faut vraiment regarder le sol pour déterminer si ce terrain donnera un bon cacao ou s'il donnera un cacao qui sera contaminé au cadmium, auquel cas il sera très compliqué de le vendre. Donc, en fait, ça, c'est des considérations qu'il faut regarder dès le début. Et donc, on attend en fait la fin de la campagne WeSeed pour vraiment déterminer quel terrain acheter. J'ai déjà plusieurs cibles. Les propriétaires, ce sont généralement des grands éleveurs qui ont donc des propriétaires terriens qui ont des immenses surfaces déforestées dédiées à l'élevage de bovins, sur lesquelles ils ont mis en général des herbes, ils ont planté des herbes de pâturage. Et ce sont des gens, donc nous, pour éviter la spoliation des terres et toutes les problématiques liées à ça, ce sont des gens qui ont évidemment des titres de propriété. Donc il faut vérifier aussi que ces personnes-là ont un titre de propriété pour leur terrain. Et donc voilà, ça prend du temps. Par contre, on a pas mal de cibles. Et donc après ça, à la fin de la campagne WeSeed, on décidera quel terrain on achètera. Voilà, ce sont des sujets qui évoluent très rapidement et aujourd'hui, donc lors de notre passage au Pérou, on a notamment visité un terrain qui offrait énormément d'aspects positifs par rapport au projet. Malheureusement, après plusieurs analyses de sol qui n'étaient pas réellement adaptées ou du moins qui auraient nécessité énormément de travail pour retrouver un équilibre adapté à la production de cacao. Et donc, nous avons décidé de ne pas y aller. Je passe tout de suite à la question suivante de Jean qui nous demande: avez-vous prévu de revendre les terrains ou les champs à des agriculteurs locaux? Si tel est le cas, pouvez-vous assurer le risque de change? Sur les aspects effectivement de cession du projet, donc au bout de 8 ans, nous allons considérer un certain nombre de repreneurs potentiels. Tous devront de toute façon s'inscrire pleinement dans nos valeurs, c'est-à-dire donc le développement durable et l'impact social local. Donc ça, ce sont des critères sur lesquels nous serons intransigeants. Nous avons d'ores et déjà identifié un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui sont des acteurs du développement durable, qui sont impliqués dans la reforestation et qui sont potentiellement ou seront potentiellement des acteurs intéressés par le rachat de ces terres. Ces acteurs sont situés en Europe, ce qui diminue effectivement l'exposition au taux de change. Il n'est pas tout à fait exclu effectivement de travailler avec des repreneurs locaux, mais à ce moment-là, dans le respect de l'intérêt de tous et de nos actionnaires, de toute façon, il faudra qu'on prenne en compte le risque effectivement de taux de change et qu'on prenne cet impact directement en ligne de compte dans la négociation de cession à la sortie. Donc, ce sont des aspects effectivement qui sont aujourd'hui difficiles à modéliser, dont nous avons pleinement conscience. Et c'est pour ça qu'on ira chercher un certain nombre de repreneurs dans une zone dollar, une zone monnaie locale, et effectivement une zone euro. Voilà pour cette question. Alors, une autre question, cette fois-ci de Samuel, qui nous demande quels sont les débouchés pour les fèves de cacao. Alors, comme on l'a expliqué, nous avons développé un système intégré, ce qui nous permet de maîtriser l'intégralité
du projet, de la recherche de financement à la plantation, à l'exploitation et à la commercialisation des fèves, ce qui nous permet d'offrir une pleine transparence à nos investisseurs, mais également à tous les organismes avec lesquels aujourd'hui on collabore. Cela nous permet également d'aller vendre, entre guillemets, cette histoire directement à des chocolatiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les chocolatiers, en France en tout cas, 90% ne travaillent pas directement la fève. Ils travaillent ce qu'on appelle le chocolat de couverture. Donc, c'est une étape intermédiaire entre la fève et le produit final. Donc, ces chocolatiers passent par des couverturiers qui leur préparent une pâte qui va ensuite servir à la préparation du chocolat et étape à laquelle tout le savoir-faire des chocolatiers va se matérialiser. Donc, nous vendons soit directement les fèves à des grands chocolatiers qui sont des chocolatiers féviers qui transforment directement la fève. Soit aujourd'hui, nous travaillons effectivement avec d'autres parties du groupe Forest Finance qui nous préparent un chocolat de couverture et c'est ce chocolat de couverture que l'on propose à nos partenaires. Donc, nous avons deux débouchés principaux en ce qui concerne en tout cas aujourd'hui le cacao, qui sont la vente de fèves et la vente de chocolat de couverture. Donc, à des acteurs qui valorise aujourd'hui non seulement le produit, donc un produit de qualité, comme on vous l'a expliqué aujourd'hui, on est sur un cacao fin, donc sur lequel on travaille beaucoup plus la qualité que la quantité, mais qui valorise également l'histoire qui vient avec la production de ce cacao. Et aujourd'hui, le consommateur, autant que le transformateur, demande à ce qu'on raconte une histoire qui soit vraie, donc qu'on puisse derrière aller prouver sur le terrain, qui soit une histoire durable et responsable. Donc voilà pour les principaux débouchés. Autre question de Xavier. Quel type d'arbres fixateurs d'azote sont prévus pour remplacer les bananiers? Augustin a évoqué les ligneux locaux, si j'ai bien écouté. Peut-il préciser? Augustin, ouais, c'est à toi. Donc, la première année, ce qu'on plante, c'est d'abord un petit arbre qui s'appelle le pousse-pinot ou frérole des palos, c'est-à-dire c'est une fabacée en fait, donc un arbre, un petit haricot qui fait un petit buisson de 1 mètre de haut, qui est local. Et qui a un système racinaire très très dense qui va casser le sol et en plus enrichir le sol en azote puisque c'est une fabacée. Après ça, en termes d'arbres d'ombrage permanent, donc en fixateur d'azote, on va planter d'abord ce qu'on appelle des guavas, donc des ingas. En fait, le nom scientifique c'est Inga edulis. Donc ce sont des arbres de la famille des pois sucres en Guyane, je ne sais pas si vous connaissez, qui donc fixent l'azote, sont des fixateurs d'azote. En termes de fixateur d'azote, on plante aussi ce qu'on appelle le wairuro, c'est-à-dire Ormosia coccinea, qui est un bel arbre d'ombrage avec un port assez haut. C'est l'avantage, c'est une ombre qui est assez haute. Et après ça, les arbres ligneux locaux, on en a une multitude qui sont très adaptés à la culture du cacaoyer. On en a un qui s'appelle le capirona, un autre qui s'appelle le bolaïna. On plante aussi ce qu'on appelle le pinochuncho, qui n'est pas du tout un pin. On plante des essences. Donc ça, ce sont des arbres qui ont des croissances relativement rapides, à 15 ans, à peu près 10-15 ans. Et après ça, on plante des arbres à croissance lente, beaucoup plus lente. Donc ce qu'ils appellent le cedro blanco, qui n'est pas du tout un cèdre, mais qui est un arbre tropical local avec un bois très dense qui met à peu près 30 ans à devenir de belle taille. Et on plante, par exemple, du caoba, donc de l'acajou, qui est aussi un très bon arbre pour les systèmes agroforestiers. Après ça, il y a des arbres locaux, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le jagua, voilà, différents arbres comme ça. Ok, merci Augustin. Alors, je vous propose de prendre une dernière question avant de conclure ce live. Question qui nous est envoyée par Pierre, qui nous demande: prévoyez-vous une quelconque certification? Augustin, je te laisse démarrer. Oui. Alors, tout d'abord, il faut les certifications, c'est très bien et on va effectivement aller vers la certification organique. Donc, c'est dans nos idées. En sachant que moi, j'ai pas envie de m'arrêter à une certification. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche où on essaie de progresser. Une certification, c'est très bien parce que ça montre qu'on fait des efforts. Simplement, on ne doit pas s'arrêter là. On doit aller plus loin. La certification organique, chaque certification a ses points positifs et a ses points négatifs. La certification organique, elle est excellente d'un point de vue environnemental. Par contre, elle est encore un petit peu faible, moi, je trouve, d'un point de vue social. Et donc, en fait, on va essayer de multiplier les certifications. Donc, organique, peut-être UTZ, qui est très adapté au cacao, justement, qui intègre plus de considération sociale. Et puis, toujours essayer d'avancer, d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller vers la durabilité, d'aller vers
une empreinte sociale, j'aime pas le terme impact, une empreinte sociale la plus positive possible, et donc en allant au-delà de ce que nous demandent les certifications. Donc oui, on a prévu de se lancer dans la certification organique, pour répondre à la question. Ok, merci. Ben, merci à tous les deux pour vos interventions. Merci à tous les WeSeedeuses et WeSeeders qui nous ont suivis et à ceux qui ont posé des questions. Encore une fois, vous pouvez nous joindre et nous poser plus de questions, puisque je sais qu'il y en a d'autres qui continuent à apparaître directement sur la page projet Forestera qui est sur la plateforme WeSeed. Sachez que nous revenons toutefois du Pérou avec pas mal d'infos. On a fait des petits films sur place, on a pris énormément de photos. Donc, on va pouvoir nourrir l'actualité Forestera entre maintenant et fin de la collecte qui aura lieu donc d'ici fin mai. Et puis de toute façon, nous continuerons à vous en dire davantage sur le déroulé du projet, notamment sur la recherche de terrain et la constitution des équipes, qui est un point sur lequel on n'a pas passé trop de temps, mais sur lequel Augustin et les partenaires sur place continuent de progresser. Donc, merci à tous pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir à tous.